Bonjour. 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 Peut-être que je peux présenter rapidement dans quel cadre nous nous retrouvons. Je m'appelle Caroline et je suis étudiante dans le cadre d'un double diplôme franco-allemand en gouvernance et administration. Et nous avons un projet de groupe sur la résolution des litiges franco-allemands en droit de la famille. Et donc, nous avons le but, c'est d'analyser un petit peu, de faire un état des lieux sur ces problématiques et de proposer des solutions par la suite. Et donc, nous ne sommes tous pas experts dans ce domaine-là, donc nous avons fait appel à votre association pour éclaircir certaines questions. Nous allons vous poser plusieurs questions et nous sommes ravis que vous preniez le temps d'y répondre avec votre expertise. Avec grand plaisir. Peut-être qu'on peut procéder directement à la première question. C'est une question plutôt générale, mais donc, dans un cadre franco-allemand, quels sont les défis majeurs quant à la détermination de l'exercice de l'autorité parentale que vous rencontrez dans votre pratique au quotidien? Moi, j'ai dit déjà, le défi majeur, c'est la définition. La définition, elle est différente et en fonction du pays, on voit bien que la culture de chaque pays a défini le rôle du parent de manière différente. Et ça, à ça, on va toujours se confronter. Moi, je suis Ilka Domzig, coach parental. J'interviens aussi pour le Jugendamt. Et cette différence, en fait, elle peut poser problème dans la procédure de l'accompagnement, que ce soit parental ou juridique, parce que l'idée d'être parent en France, elle n'est pas du tout la même qu'être parent en Allemagne. Déjà, l'autorité parentale, souvent l'autorité parentale en France est vraiment vue dans une hiérarchie, dans quelque chose de position, d'un système de structure, de règlement. On le voit aussi dans l'éducation française par rapport à l'éducation allemande, où en fait il y a encore le patriarcat. Et dans le mot allemand Sorgerecht et Aufenthaltsbestimmungsrecht et toutes les différences, on voit que dans la culture allemande, en fait, l'idée de la parentalité, vraiment, c'est prendre soin de se soucier de l'enfant, être avec l'enfant, et c'est pas de garantir un cadre de l'autorité. Mm. Je vais prolonger aussi, effectivement, au-delà des aspects conceptuels sur l'autorité parentale, qui est plus le droit de discipliner son enfant et le droit d'en prendre soin. L'énorme différence, c'est qu'en France, l'autorité parentale, elle est une et elle est indivisible et on l'exerce en commun. Alors qu'en Allemagne, elle peut être divisée et on peut laisser une partie de cette autorité parentale à un seul des parents sans difficulté, notamment ce que disait Hilka pour le Aufenthaltsbestimmungsrecht. Donc ça, c'est le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. Et très souvent, on peut demander au juge, très facilement, à avoir seul le droit de fixer le lieu de résidence de l'enfant, ou seul le droit de prendre les décisions concernant la scolarité, ou seul le droit de prendre les décisions concernant la santé. Et ça, pour les parents français, s'ils n'ont plus l'exercice de l'autorité parentale conjointe, ce qui existe chez nous quasiment pas, c'est qu'ils sont rejetés complètement dans leur identité de parents. Alors qu'en Allemagne, c'est assez commun et ça ne veut pas forcément dire grand-chose sur la valeur de la personne, mais c'est une mesure de facilité, quoi, d'administration générale. Il faut que ça roule, il faut que ce soit simple. Euh, On laisse un parent décider seul. Et par exemple, sur même la base de l'autorité parentale, en France, le père qui va faire une reconnaissance prénatale ou dans les premières années de vie de l'enfant, il a par de base l'autorité parentale conjointe. En Allemagne, il faut qu'il fasse la déclaration de reconnaissance de paternité, plus d'autorité parentale conjointe, et il faut que la mère l'accepte. Et il y a vraiment ce postulat quand même que c'est plus auprès de la maman qu'auprès du papa de base. Et si la mère ne l'accepte pas, le père peut quand même contester Enfin, le juge pourrait quand même accorder aux deux dans le cadre d'une procédure.
Je pense que oui, mais je pense pas que dans les faits, les juges sur un enfant tout petit laissent tout D'accord. de suite le Aufenthaltsbestimmungsrecht ou Sorgerecht. Par contre, ce qu'il laisserait, c'est plutôt le droit de Umgangsrecht. Donc, c'est le droit d'avoir des contacts avec l'autre parent. Ça, c'est encore séparé. Et le droit d'avoir des contacts, oui, mais ce serait encadré avec potentiellement un tiers présent, qui serait potentiellement quelqu'un du Jugendamt ou délégué par le Jugendamt, qui pourrait surveiller et imposer des contraintes, notamment dans le fait de parler une langue qui soit celle du Jugendamt, donc l'allemand. Et ça, pour les parents étrangers, c'est compliqué aussi. Après, ouais, ce qu'il faut savoir, je complète encore les propos d'Alice et de Hilka. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, c'est très très rare qu'un juge ordonne, par exemple, donne l'autorité parentale exclusive à un des deux parents, on appelle ça comme ça. Et même quand ça arrive, alors, ça arrive uniquement si l'autre parent est dangereux, c'est uniquement dans ce cas-là. Et si ça arrive, le parent qui n'exerce plus l'autorité parentale doit être informé des décisions qui concernent la santé, la scolarité, la religion, etc. Donc, même en admettant, sans faire de cliché, que c'est la maman qui a enfin, qui exerce seule l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, elle doit informer le père de toutes les décisions qu'elle prend. Donc, elle doit lui dire dans quelle école est inscrit l'enfant, elle doit lui envoyer les relevés de notes, voilà, elle doit le tenir informé si l'enfant est malade, etc., etc. Donc, celui qui est déchu de son autorité parentale, on appelle ça comme ça, il prend plus de décisions, mais en revanche, il est au courant il est censé être au courant de ce qui se passe. Voilà. Et vraiment, cette déchéance, quand on dit qu'il est dangereux, c'est pas juste une crainte, c'est il y a une condamnation pour quelque chose de vraiment grave, et c'est très infamant. Enfin, c'est pas une décision sans importance, c'est très très grave, et c'est reçu de manière particulièrement violente. Alors Et qu'en du coup, Allemagne, c'est vraiment pratico-pratique. C'est-à-dire que très souvent, c'est voilà, confié à un des deux parents parce que enfin, le parent prend Plus les simple. décisions seul parce que l'enfant vit avec lui ou elle. Voilà, c'est tout. C'est purement pragmatique. et, Euh, euh, et du coup, oui, est-ce que enfin, là, c'est peut-être plus du point de vue des solutions aussi, mais est-ce que les juges en Allemagne qui prennent cette décision expliquent à la personne, enfin, j'imagine qu'ils sont peut-être même pas conscients que en France, enfin, que ça soit que le droit français est très différent dans ce cadre-là, et pour justement éviter l'incompréhension, ça serait du côté du parent français, ça serait enfin, peut-être bien d'expliquer que c'est pas une question enfin, que c'est vraiment une question d'ordre pratique. Est-ce que c'est fait ce genre de choses ou Je sais pas si c'est fait, et en tout cas, je crois pas que ce soit compris. Il y a des sites internet en France qui sont assez atroces sur comment l'Allemagne fait des enlèvements légaux des enfants parce qu'ils les laissent pas avoir l'autorité parentale aussi par le parent étranger, en l'occurrence français. Euh, non, je pense pas qu'il y ait cette explication, ou en tout cas pas qu'elle satisfasse les parents français. Mais c'est aussi la conception culturelle de la structure familiale et des rôles parentaux. En Allemagne, sur l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est d'avoir un attachement sécure à son parent principal, qui est la maman, la plupart du temps. D'ailleurs, il n'y a pas de structure de garde pour les tout petits, peut-être plus en Allemagne de l'Est, mais en Allemagne de l'Ouest, très peu. Et c'est quasiment évident que l'enfant sera auprès de la maman dans les premiers temps. Et puis par la suite, quand la structure de garde, ça va jusqu'à 13h, 14h, ce sera plutôt la maman qui va prendre un mi-temps que le papa, aussi parce qu'il y a une différence de revenus, et que quand ça commence, ben, ça reste encore plus dans cette mécanique-là. Et que c'est du coup la mère qui s'occupe plutôt du soin, de Sorgerecht que disait Hilka, à l'enfant, et que le père soit là pour nourrir financièrement la mère et l'enfant. Alors qu'en France, nous, plutôt la conception de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est d'avoir des liens avec les deux parents, et que les deux ont à la fois la charge de nourrir financièrement et de s'occuper de l'éducation de l'enfant. Et Ouais. du coup, les décisions de juges ne sont pas comprises de la même manière non plus et sont pas reçues. Mais non, je pense pas que les juges expliquent vraiment, ou même s'ils expliquent, pour un Français, ça va pas le rassurer. Il sera quand même pris de manière très choquante, choqué, disant, mais on m'estime pas digne d'être parent. Mais par contre, je dois payer. Je suis juste un portefeuille. Je suis un donneur de sperme avec portefeuille.
ce C'est qui, vraiment extrêmement infamant en France. ouais, ce qui fait référence aussi au schéma allemand où le père, c'est le père pourvoyeur et organisationnellement, la femme souvent ne peut pas travailler. Les enfants sont à la maison tous les après-midi. Ils ont beaucoup de temps libre, moins de vacances, hein, donc tout est organisé de manière différente. Et pour, par exemple, parler très concrètement les questions du couple franco-allemand, des fois, c'est que a créé la culture allemande autour de la mère, c'est incompréhensible pour le père français. C'est pas qu'il veut pas, mais en fait, il n'a pas de repère, il n'a pas de... Voilà. Et c'est là qu'il se crée des jugements. En fait, des jugements sur, mais tu passes trop de temps avec l'enfant, mais tu t'épanouis pas dans ta vie professionnelle. Alors que pour une mère allemande, c'est le jugement le pire à faire, hein, de la juger sur sa capacité d'être mère. Voilà. Du coup, souvent, c'est difficile dans les accompagnements de voir ça comme plutôt la différence est une richesse. L'interculturalité nous ouvre des horizons parce que ça va toucher l'identité des mères et des pères. Et au moment où ça touche l'identité, je vais dire comme ça, française de parentalité ou allemande de parentalité, là, c'est vraiment plus délicat et effectivement, ce que vous avez proposé, Clara, voilà, de vraiment expliquer les différences, voilà, que les personnes qui accompagnent dans les process, les couples, ça serait déjà une première chose. Et en même temps, ça prend du temps hein, de vraiment intégrer que l'autre identité n'est pas un danger, peut-être une différence. Après, la difficulté, je pense, pour les juges allemands, c'est qu'ils appliquent leur loi. Ils ne se préoccupent pas du tout de la loi française, même s'il y a un ressortissant français. Mais les juges français font la même chose, sauf si les avocats, et avec Alice, on travaille énormément sur ces questions, c'est que bah, parfois il faut appliquer la loi allemande et on demande aux juges français d'appliquer la loi allemande, mais pour ça, il faut qu'on lui explique ce que dit la loi allemande, parce que le juge français, il ne va pas aller chercher la loi allemande, et je pense que c'est pareil pour le juge allemand. Donc là, on en revient à la question aussi de l'ignorance et peut-être aussi de formation. C'est que nous, dans notre formation d'avocat, on nous a jamais appris, alors oui, on a des formations européennes, etc., mais c'est plus au niveau des traités et, et des décisions, etc. Mais il y avait des décisions au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, etc. Mais en tout cas, en droit de la famille, il n'y a aucune formation sur la loi allemande ou même, je prends une toute autre loi, la loi malaisienne. Enfin, c'est à nous, en tant qu'avocats, d'aller chercher les lois qui s'appliquent à la famille et d'alerter le juge en disant, ben voilà, en fait, il y a telle loi à appliquer, et si les avocats ne le font pas, ben, le juge ne va pas le faire. Et Donc, puis, il y a le droit et la pratique des juges. et puis, il y a certains juges, on peut aussi les éclairer en leur disant, alors, je parle que de ma pratique française parce que j'exerce pas en Allemagne, je ne suis pas compétente en Allemagne, mais j'accompagne, oui, des clients en France, et, enfin, Alice et moi, et même Hilka aussi, on accompagne des familles franco-allemandes qui sont entre la France et l'Allemagne. Mais moi, en tout cas, j'éclaire pas le juge allemand parce que je laisse cette compétence à nos confrères allemands. Mais si on, même parfois, en attirant leur attention, en leur disant attention, c'est pas la loi allemande qui s'applique ou c'est pas la loi française qui s'applique, il y a certains juges qui appliqueront la loi qu'ils voudront bien appliquer. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Et Au-delà est-ce de, au-delà de la question de l'autorité parentale, est-ce que dans votre pratique, vous avez identifié un modèle à succès concernant les droits de visite et d'hébergement, c'est-à-dire dans les séparations qui se passent bien et où l'autorité parentale est partagée, quel est le mode de garde et d'hébergement qui est choisi? C'est celui qui va le mieux aux couples et Oui. aux enfants. Et c'est au cas par cas. Vraiment, il n'y a pas un modèle qui sera toujours mieux, quelle que soit la situation des parents, quelle que soit la situation des enfants. Les parents posent souvent cette question, hein, mon enfant à tel âge, qu'est-ce qui est le mieux pour lui? Ça dépend. Ça dépasse, mais vraiment, c'est en fonction des parents, est-ce qu'ils vivront le mieux, ce qui permettra de se sentir, eux, apaisés dans leur parentalité et où l'enfant n'aura pas de conflit entre les parents.
Et je dirais que c'est là où la capacité de co-construction nouvelle, en fait, entre en jeu grâce à l'accompagnement qu'on propose. En fait, les couples, ils sont euh, invités à co-construire vraiment quelque chose qui peut être bénéfique pour chacun. Et au moment où il s'ouvre à ça, ben, le résultat il est différent en fonction de chaque accompagnement. Effectivement, il y a des solutions possibles. Mais après, bon, il y a les grands modèles qu'on connaît avec la résidence alternée ou usuelle, c'est le plus souvent chez la maman et un week-end sur deux, moitié des vacances chez le papa. Maintenant, sur des couples franco-allemands, parfois ça marche, parfois pas, ou même sur les couples franco-français. Parfois, ça va être plutôt dire, OK, résidence alternée, mais pas une semaine, mais plutôt 2 semaines, pour que l'enfant ne soit pas trop dans les bagages. Parfois, s'il y a quand même une tendance plutôt plus petit et qu'on ne veut pas le couper trop longtemps d'un de ses parents, ça va plutôt être du 2-2-3. Donc lundi, mardi chez un parent, mercredi, jeudi chez l'autre parent, vendredi, samedi, dimanche en alternance, un week-end comme ça, un week-end comme ça. Sur des couples qui sont plus éloignés, ça va pouvoir être tout le temps scolaire chez un parent, tout le temps de vacances chez l'autre parent, quasiment. Ça dépend des possibilités de travail à domicile. Ça, il y a de plus en plus maintenant après le confinement. Euh, Ça peut être plus souple pour certains parents de venir sur des temps longs vers là où habite l'enfant et puis de le déposer et puis la journée de travailler pour sa boîte qui a plusieurs centaines de kilomètres. Mais vraiment, pour moi, le plus important, c'est de préserver les enfants d'un conflit de loyauté. Et ça, c'est permettre aux parents de se sentir bien dans leur manière de faire. Et c'est pour ça que l'individualisation est vraiment importante. On l'a déjà fait, Alice, un papa allemand qui vient une semaine par mois à proximité de la maman qui est en France. Et ils habitent à plus de 1000 kilomètres d'écart, hein, les deux parents. Les enfants sont scolarisés en France et ils sont 3 semaines chez la maman, une semaine chez le papa. Et le papa vient en France et les enfants vont un peu plus en vacances en Allemagne chez leur père pour, voilà. C'est de Pour la compenser, langue mais et le système. on fera jamais un 50-50, c'est certain, mais ça permet en tout cas aux enfants de pas trop bouger et puis de passer du temps avec leur père et de grandir aux côtés de leur père. Ouais. Mais Et d'avoir la langue, d'avoir les grands-parents, d'avoir des choses comme ça. mm, Et et il y a parfois des résidences alternées. C'était Hélène Abesson-Gebhardt qui disait, avec qui on avait réfléchi aussi aux questions aux réponses sur le questionnaire. On voit des alternances sur 1 an. 1 an, pour que les enfants aient aussi vraiment le milieu éducatif, scolaire, très différent entre la France et l'Allemagne, qu'ils puissent voir vraiment les différentes choses. Ou en changement en cours de scolarité, mais c'est quand même pas 1 an, mais tout pourquoi peut être maintenant envisageable. 3 ans une fois. Ouais, ou c'est plutôt sur des temps un peu plus longs pour que ce soit pas non plus. Mais c'est ces enjeux, le lien entre les deux parents, stabilité de l'enfant et de son milieu scolaire et de son milieu relationnel avec les grands-parents, avec les copains. Et ça, on peut définir un modèle. Après, il faut que les parents le mettent en place, que ce soit faisable, qu'ils observent comment les enfants se sentent là-dedans, comment eux se sentent là-dedans et qu'ils adaptent. Il n'y a pas un modèle définitivement bon pour tout le monde et tout le temps. Et effectivement, il a besoin d'être réadapté en fonction déjà des mouvements du développement de l'enfant et aussi des mouvements de la vie. Donc la souplesse et l'adaptabilité dans le cas de séparation, divorces internationaux et avec des différences culturelles, ça demande beaucoup, beaucoup plus de ressources. Et est-ce que vous coopérez du coup, parce que, enfin, si j'ai bien compris, vous exercez surtout en France. Est-ce que vous avez des avocats allemands avec lesquels vous coopérez ou parce que, enfin, Oui. oui, Oui, pour trouver un accord, il faut que les deux parties soient d'accord. Donc, ouais, on échange Ah, avec des avocats allemands. Alors, soit on a des que j'appelle des avocats conseils, c'est-à-dire que quand nous, on ne sait pas sur le droit allemand, bah, on les interroge. Ils nous font une consultation. Soit, bah, ça m'est déjà arrivé d'avoir une avocate allemande en face. Et dans ces cas-là, bah, j'ai échangé avec elle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les échanges avec les avocats allemands ne sont pas confidentiels. Ça, c'est super important. c'est un grand La sujet. négociation, par exemple, pour fixer ouais, la résidence de l'enfant, bah, il faut soit oui, la faire par téléphone, mais attention, voilà, tout ce qu'on écrit, en tout cas, n'est pas confidentiel. d'accord. Le Euh, principe est inversé, en fait. Les échanges entre avocats français sont par principe confidentiels,
Et ils peuvent être utilisés que s'il est écrit en gros et souligné en gros courrier officiel. En Allemagne, les avocats ont l'obligation de transmission à leurs clients, éventuellement au juge, de tout ce qui peut paraître dans l'intérêt de leurs clients. Sauf que du coup, on ne va pas forcément oser parler des choses avec transparence et ouverture quand il y a des avocats en Allemagne. D'accord. Mais oui, Dans le- alors pour le moment, on n'a pas formellement encore les avocats dans l'association, mais c'est en cours et on travaille régulièrement avec des avocats de confiance. Et avocats de confiance, ça veut dire quoi? Un, qui ont la compétence juridique au niveau franco-allemand, qui savent comment faire et pour déterminer le droit applicable et quels résultats ça va apporter. Et deux, qui sont dans notre état d'esprit de la Maison des solutions, qui est de dire on veut permettre aux gens d'avoir des ressources pour qu'eux-mêmes puissent rester décisionnaires et que le droit, entre autres ressources, mais parce que là on parle de l'avocat, soit un outil au service de leur entente et pas pour mieux taper sur l'autre et pour mieux dominer l'autre et pour mieux le soumettre. Et donc c'est ces doubles critères de compétences techniques et d'état d'esprit d'être dans cette bienveillance et dans ce soutien, cet accompagnement plutôt que gagner, même si c'est faire perdre l'autre. Et dans le cadre de ces accompagnements, est-ce que vous avez identifié des éléments qui contribuent à bloquer les situations et bloquer les échanges? Et inversement, est-ce que vous avez identifié des choses qui contribuent au succès des médiations et des échanges que vous menez? Première chose qui peut bloquer, c'est le processus du deuil de la séparation. Ça dépend où on en est chaque parent. Donc, dans certains cas, les accompagnements vont se stopper voilà. Après, ce qui peut bloquer, c'est des grandes peurs existentielles, des peurs de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins, de peur de perdre les enfants, de perdre le lien, de perdre la capacité de réaliser sa vie de mère, sa vie de père. Et donc, c'est vraiment des blocages. Voilà, moi, je dis toujours, il y a besoin de les accompagner très doucement dans certains processus et aussi avoir l'impression de subir la situation. Voilà, c'était la question de, voilà, qu'est-ce que je peux choisir dans ce que je subis et est-ce que je subis quelqu'un vraiment et comment je peux reprendre le pouvoir sur la situation et qu'est-ce que je peux du coup transformer dans cette nouvelle idée, dans l'idée que les choses se transforment toujours et finissent toujours un jour. Et dans cette première chose, c'est l'acceptation de ce processus. Une vie de famille, même si je la voulais de cette façon-là, finalement, elle ne peut pas se faire comme ça. Et comment je vais intégrer que la nouvelle vie de famille à deux maisons, à deux pays, à deux, voilà, va être une solution plus riche. Complètement. C'est pas des éléments juridiques, effectivement, mais moi, c'est ce que je vois aussi vraiment très souvent. Ces questions du deuil, il y a différentes phases. Au début, c'est le déni. Ben, à ce moment-là, ça va être compliqué de travailler sur comment faire pour la séparation. Des phases d'énormes tristesse et d'énormes colères qui vont faire dire et faire des choses aux gens qui peuvent sembler agressives, mais parce que eux-mêmes se sentent en danger, c'est compliqué. Mais c'est là où c'est important, dans les points débloquants, d'avoir des professionnels qui connaissent ça, qui peuvent expliquer aux gens, qui peuvent leur dire oui, votre ex, là, il a dit ou fait des choses qui peuvent vous sembler particulièrement violentes à votre égard. Mm. C'est peut-être parce qu'il est dans cette phase de colère ou parce qu'il a vraiment peur. Et là, c'est ce que disait Elka aussi, c'est le sentiment d'impuissance. Il y a beaucoup de couples dans cette situation-là où il y a souvent le parent expatrié qui se sent otage de l'autre parce qu'il se dit, mais je peux pas quitter le pays avec mes enfants, je suis plus libre. Et en plus, souvent, il y en a un qui parle beaucoup moins la langue et qui, en tout cas, a l'impression de ne pas maîtriser les systèmes administratifs, sociaux, juridiques sur place. Et qui ont l'impression de ne pas être à égalité et de ne pas avoir le pouvoir de décision et de contrôle de ce qui va se passer dans leur vie, et notamment de rapport aux enfants ou au développement de carrière. C'est des questions existentielles au plus haut point. Et donc d'expliquer avec bienveillance, il peut y avoir ça, et ça ne veut pas forcément dire que la personne est devenue définitivement mauvaise ou que vous vous rendez compte que en fait la personne qui avait des points positifs c'était que un masque pendant cette période et que la vraie personne c'est l'agressif. Non, et c'est de donner des outils pour débloquer tout ça. Dans les autres points bloquants, il y a la grande peur du Jugendamt.
pour les Français. Et de se dire, ben, dès qu'on se sépare, le Jugendamt va être impliqué et il va voir tous les points négatifs de l'un et de l'autre parce que je suis maman, on n'est jamais un parent parfait. On a beau avoir grandi avec une relative bienveillance familiale et être médiateur et être tout ce qu'on veut, Et même coach parental, hein. et même coach parental, moi j'ai 2 filles qui ont 4 et 7 ans, c'est difficile quoi. Et le truc c'est ça, c'est que dans la séparation, la personne qui était son allié, son soutien pour dépasser des moments de grande vulnérabilité, d'un coup, il devient la personne qui va pouvoir montrer notre côté obscur devant le Jugendamt et devant un juge. Et la peur qu'on a, c'est que l'autorité nous dise effectivement, vous n'êtes pas suffisamment un bon parent, on va vous enlever les enfants. D'autant plus qu'il y a ces sites internet en France disant l'État germanique veut voler les enfants parce qu'ils veulent repeupler l'Allemagne qui est en déficit démographique. Il y a ça qui est sur internet. Les parents français qui sont expatriés en Allemagne, ils tombent là-dessus. Donc ça, c'est un point extrêmement bloquant. Les gens ont très peur, ils sont très vulnérables, ils sont en situation d'infériorité à tous les niveaux. Et ça peut les mener à prendre des décisions assez radicales parce qu'ils ont l'impression que la communication ne sera plus efficace, ils seront forcément perdants. Donc les points débloquants leur permettent de les rassurer là-dessus, leur donner des outils pour qu'ils se sentent plus aussi inférieurs et les rassurer sur oui, l'autre est agressif, mais ça peut être par peur et une fois qu'on le rassurera, ça ira bien, et donner des exemples positifs. Et on en a plein maintenant de séparations franco-allemandes qui se passent bien, mais c'est pas ça qui est le plus visible sur Internet. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. On voyait, on avait une maman allemande en France, pareil, qui voulait retourner en Allemagne avec ses enfants et qui discutait avec le papa et ça se passait très mal. Et, euh, et avec un accompagnement, d'ailleurs, Hilka, que tu fais, c'est bien aussi. En fait, le fait d'avoir un avocat, un coach parental ou une thérapeute franco-allemande, ça permet à tout le monde d'avoir les bonnes informations, que ce soit en France ou en Allemagne, pour pouvoir avancer et trouver des solutions sur mesure, comme le disait Alice, propres à la famille en fonction voilà, des jobs de chacun, de l'âge des enfants, des besoins des enfants, des besoins des parents. Et ça, on leur dit, écoutez, voilà, vous êtes plus un couple, mais vous êtes encore une équipe parentale et vous êtes une team, vous êtes solidaires. Alors oui, vous pouvez les choses différemment, mais vous pouvez encore y arriver. Et ils y arrivent. Ils y arrivent, mais ils construisent une solution sur mesure. Et l'idée, c'est toujours d'éviter le juge, parce que le juge, c'est très long, c'est très coûteux, très douloureux aussi, parce que le juge prend une décision qui ne leur va pas. La plupart du temps, ça ne va ni à l'un, ni à l'autre, ni aux enfants. Et contrairement à une solution sur mesure co-construite avec des avocats qui s'y connaissent. Et ça, c'est pas. Voilà, il faut aussi trouver des avocats compétents qui ont les bons défauts. Parce que on le voit bien, hein, et je parlais du juge allemand tout à l'heure, ou du juge français. Il y a beaucoup d'avocats aussi, que ce soit des avocats allemands ou français, qui ne savent absolument pas comment ça se passe dans l'autre pays. Voire, mais, Ouais, ça c'est un autre point bloquant, hein, c'est le manque d'accès à l'information. Moi, j'ai très souvent des stagiaires, et y compris des stagiaires qui ont fait un M2 droit international européen en droit privé, qui ne savent pas comment chercher le droit applicable, ou qui vont réussir à dire, OK, bah, tel règlement prévoit que c'est le droit de tel pays. OK, et maintenant, comment tu fais pour aller trouver le droit applicable dans ce pays? Bah, je sais pas. Ah, c'est un problème si tu as l'aiguillage, mais que tu sais pas où tu as mis cet aiguillage, et comment tu conseilles les gens? Ils savent pas. Et sur l'interprofessionnalité, ça, c'est un des gros points de déblocage. Il faut décloisonner et arrêter de penser chacun dans notre niveau et de se dire, ben, les gens, au moment de la séparation, c'est un deuil. Souvent, il y a des deuils antérieurs qui remontent, potentiellement des traumas à ce moment-là, et pouvoir conseiller des professionnels ressources qui ont d'autres compétences que les nôtres, ça change tout. Ça change tout, surtout pour des couples franco-allemands où on disait la parentalité est aussi différente. Et c'est pour ça que Heka est une membre particulièrement utile. utile et à laquelle on fait souvent référence, nous, comme avocats, en disant mais il y a beaucoup de points de difficulté qui viennent de l'éducation des enfants. Et la première étape, c'est de recréer de l'empathie pour le partenaire, l'ex-partenaire. Et c'est très beau de le voir qu'à un moment,
au-delà des souffrances du deuil, ils arrivent à voir, ah ouais, en fait, peut-être l'autre, il souffre aussi. Et une fois qu'on a désamorcé ce process, ça aide beaucoup à désamorcer les blocages. Et il y a aussi notre blocage, c'est vraiment ce que j'ai dit déjà, c'est les différentes représentations de qu'est-ce que c'est parent en Allemagne et qu'est-ce que c'est parent enfant. Et ça, c'est vraiment c'est très compliqué parce que c'est très, très contraire. Des fois, il n'y a pas plus contraire qu'être parent français et parent allemand. Tu Donc, peux nous donner des exemples, Milka? ah ben, c'est sûr, qu'est-ce que le parent allemand pense bien pour l'enfant? Moi, voilà, je dis toujours, c'est un peu la forme. Donc, il faut une grande maison avec beaucoup d'espace, et des aires de jeu, des trampolines, etc. Donc, ça, c'est très allemand. Donc, quand un parent allemand il dit, non, mais on a un tout petit appartement, etc., ben, le parent français, il voit pas le problème. Pourquoi l'enfant, il va bien? L'enfant, il a des activités, il peut sortir, il peut voir les amis, et voilà, et c'est pas la taille de la maison. Et en Allemagne, Et son rangement. oui, s'il te plaît. Et même moi, hein, quand j'étais jeune maman, c'était vraiment, je me disais, mais j'ai jamais eu une maison assez grande jusqu'à ce qu'elle soit un jour assez grande, mais ça a pris beaucoup de temps. Et du coup, je me suis dit, quand je l'avais assez grande, je me suis dit, oh, mais elle est trop grande pour faire tout ce ménage. Et, et, euh, et donc, c'est en fait le process de création d'une nouvelle identité hein, avec un partenaire d'une autre culture, que ce soit française, anglaise, malaisienne ou n'importe. On va bouger, nos représentations vont bouger, mais au moment de la séparation, on va se réidentifier avec nos origines. Ouais, ça me fait penser encore à un point de blocage, un point de déblocage. Un autre point de blocage, c'est l'accès financier aux différents professionnels qu'on évoque. Les avocats qui sont formés en droit de la famille, franco-allemand, les coachs parentaux qui ont aussi cette sensibilité pour les différences culturelles, bah, c'est payant. Et souvent, dans les couples expatriés, il y en a au moins un qui est vulnérable financièrement. Et c'est celui qui va potentiellement aller moins bien parce qu'il pourra pas, bon, typiquement, la femme française en Allemagne, qui a espéré pouvoir faire une belle carrière, qui se rend compte qu'il n'y a pas de mode de garde pour les enfants, au moins pendant les premières années. Le mari qui fait une belle carrière, qu'il a été envoyé en Allemagne, donc ils sont allemands. Elle qui reste à la maison, qui peut pas développer sa carrière, qui n'a pas accès aux comptes de la même manière et qui va pas pouvoir payer un avocat comme elle le voudrait. Ben, gros problème, gros problème. Et surtout si on lui dit, n'allez surtout pas voir le Jugendamt parce que c'est le bras armé de l'État allemand et qui va vous enlever vos enfants. Moi, je l'ai entendu de personnes qui m'ont conseillé de prendre contact avec une personne, alors que je disais, je cherche un assistant social francophone en Allemagne pour conseiller une mère qui était dans une situation d'emprise assez complexe. Et la personne qu'on m'a conseillé de contacter disait surtout pas prendre contact ni avec le Jugendamt, ni avec qui que ce soit d'une administration allemande, parce qu'ils vont enlever, parce que l'État germanique a besoin d'enfants, qu'ils vont lui enlever. Ils vont utiliser ça comme occasion pour enlever l'enfant à cette maman française. Grand blocage. La langue, l'argent. Et j'avais un autre point de déblocage du coup qui m'était venu. Ben, du coup, de l'accès juridique, de l'accès à de l'information en ligne, grand public, faire des vidéos qui expliquent notamment ces craintes-là, ces choses-là. Et oui, non, l'autre point que je voulais dire, c'est justement pour recréer cette confiance et ce sentiment un minimum de sécurité et d'avoir des ressources, de faire de l'ancrage positif sur ce qui a bien marché quand même dans la relation de famille, dans les valeurs qui sont quand même assez souvent communes des couples franco-allemands ou internationaux, mais particulièrement franco-allemands. Généralement, ils apprécient à la base les différences culturelles. Ils ont cette ouverture, ils ont envie que ça se passe bien, ils ont envie de transmettre cette double culture aux enfants. Sauf qu'ils ont peur parce qu'à ce moment-là, la culture devient un danger. Mais du coup, de refaire cet ancrage positif sur tout ce qu'ils ont en commun, tout ce qu'ils veulent bien faire, plutôt que de tout le temps souligner tous les dangers, toutes les peurs. Et ça, c'est des professionnels un peu sensibles à ça aussi, quoi, parce que
moi, j'ai entendu aussi des situations vraiment avec des gens qui avaient un très bon accord de médiation, qui sont allés voir un avocat qui a dit, mais surtout, ne faites pas ça. Parce que si vous allez en Allemagne, c'est perdu. Vous perdez tout contrôle sur l'enfant parce que ce sera sous l'autorité de l'Allemagne et ce sera perdu. Donc, ça va aller voir des gens qui ne mettent pas d'huile sur le feu, mais qui mettent de l'huile dans les rouages pour que ça se passe bien. Les Et policiers particuliers. je, du coup, par exemple, vous envisagez de proposer des formations à des personnes qui pratiquent dans... Parce que l'idée, ça serait de former davantage de personnes qui travaillent dans le milieu franco-allemand ou de les sensibiliser à ces problématiques-là pour qu'il y ait plus, au moins au niveau professionnel, pour qu'il y ait plus cette méconnaissance des deux systèmes ou cette peur pour qu'elle soit pas transmise ensuite aux personnes qui sont vraiment dans la situation. Donc, Oui, c'est l'objet il de faudrait pouvoir vraiment faire avoir des formations en fait spécialisées. des formations, enfin, une information assez large pour le grand public, Mhm. notamment du fait de ce problème d'accessibilité financière et linguistique, et des formations auprès des professionnels aussi. Et à vraiment décloisonner et avoir conscience de la question émotionnelle qui se joue au moment de la séparation, parce que neuromarketing, entre guillemets, ou peu importe, mais de l'impact des émotions, des peurs, de la confiance. Oui, c'est l'objectif de développer ça de plus en plus. Oui, puis Et une surtout que idée. les professionnels sachent de quoi ils parlent aussi. Parce que le réflexe, c'est ça, c'est que, bah, bon, je parle de ce que je vois, mais quand quelqu'un vient nous voir et nous dit, bah voilà, je veux divorcer, on dit, bah très bien, mais on va saisir le juge, et puis le juge décidera. Et bon, alors ça a beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années, mais parfois les critères de rattachement, sans rentrer trop dans la technique, parfois les critères de rattachement font qu'on peut appliquer la loi française. Si on ne sait pas qu'on peut aussi parfois leur proposer de choisir la loi qu'ils vont appliquer à leur divorce, ben, on va leur dire d'emblée, parce qu'on est un professionnel français ou un professionnel peut-être allemand, encore une fois, je vais donner mon point de vue, on va appliquer la loi qu'on connaît, alors qu'en réalité, dans certains cas, ils peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi allemande, soit de faire un mix en fonction du thème abordé. Par exemple, le divorce, ils peuvent choisir la loi, la liquidation de leurs biens, que ce soit des biens, soit des meubles ou des biens immobiliers, ils peuvent aussi choisir une autre loi. Donc, tout ça, il faut qu'ils le sachent. Euh, donc oui, on a vocation à faire des formations pour soit dédiées à des professionnels, soit ça va être sur notre site internet, sous forme de vidéos, par exemple. Euh, on est très vidéo avec elle. Vous en faites d'ailleurs la- la- Vous en faites l'expérience aujourd'hui. l'expérience. Merci Hilka. Aujourd'hui. Euh, voilà, donc l'idée, oui, c'est de continuer à informer le grand public le plus possible et de la manière la mieux possible, la Ouais. plus efficace possible. Et Et sur ces doubles aspects, le technique, vraiment au niveau juridique, et état d'esprit, et aussi de dire, ben, on va pas juste nous armer le plus possible pour que le juge nous donne raison, sachant que donner raison dans un conflit familial, c'est faire perdre les enfants, parce qu'ils seront au milieu du conflit, mais pour dire, ben, vous avez le pouvoir, et on va faire en sorte que vous ayez le pouvoir, et que ce soit pas un pouvoir qui s'exerce contre l'autre pour soumettre l'autre, mais pour vous permettre à tous d'être bien, le mieux possible dans la séparation. Mais c'est un changement d'état d'esprit des avocats. Les avocats, on les forme pas trop à ça. Les avocats, on les forme à fourbir leurs armes pour obtenir une solution, la solution qu'ils veulent du juge. oui, ou dire à son client ou sa cliente, bah écoutez, je vais tout faire pour que vous ayez ce que vous voulez. Ça, voilà, Alice et moi, on ne travaille pas du tout comme ça. Nous, c'est plutôt, on réfléchit alors dans l'intérêt de notre client, de notre cliente, mais de manière globale. Parce que, voilà, si il ou elle est bien, ça suffit pas. Il faut que l'autre en face soit bien, l'autre parent. Une fois que les deux parents sont bien, les enfants sont bien. Si les enfants sont bien, les parents sont bien aussi. C'est un cercle vertueux. C'est pour nous, enfin voilà, pour Et c'est un Hilka peu un et changement de moi, paradigme, quand même. on ne peut travailler que comme ça. Mais c'est un changement de paradigme. C'est c'est pas laisser le pouvoir au juge, c'est redire aux gens, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez la responsabilité de faire en sorte que ça se passe bien pour vos enfants. On se met à table, ça va être compliqué, mais on va discuter et vous allez créer votre solution qui vous ira vraiment bien.
Vous Donc ça donnez se votre rapproche solidarité, mais ce presque, sera votre solution. ça se rapproche beaucoup de la médiation au final. Enfin, Oui, de. ben, en tout cas, dans l'état d'esprit, c'est vraiment l'état d'esprit de la médiation où ce sont les gens qui ont le pouvoir de décision et où par contre, nous, on leur apporte les ressources qui vont leur permettre d'être décisionnaires en connaissance de cause et Mhm. pouvoir dire en conscience, je sais quelles sont mes options, je sais quels sont les enjeux, je sais quels sont les risques, je sais ce que ça me coûte et je sais pourquoi je le fais et je choisis de faire ça. D'accord. Et notamment, dans les points bloquants aussi qu'il peut y avoir, c'est la crainte de l'audition de l'enfant. Ben là, Mm. si on se met d'accord, il n'y a plus de problème. Et l'enfant, il ne sera pas mis au milieu de tout ça. Alors qu'en Allemagne, s'il n'y a pas d'entente entre les parents, enfin, il n'y a pas d'accord final des parents, l'enfant sera entendu. Et l'enfant est entendu depuis bébé. Mm. En Allemagne, ouais, les juges demandent à ce que les enfants qui parlent, mais ça peut être 2 ans, Même hein, bébé. Mm. Même, même même 2 ans. s'il ne parle pas. Moi, j'ai eu des juges qui disaient, mais je veux voir comment l'enfant interagit, comment il se comporte. Mm. Hmm. Même s'il ne parle pas. Ben, la prise en compte de la parole dans le Jugendamt et la juridiction allemande, elle est très particulière. C'est vrai que nous, en France, on n'a pas l'habitude. C'est pas forcément que la vie de l'enfant sera Décisionnaire. celui qui compte, hein, c'est de dire, j'ai déjà eu des enfants qui s'étaient confrontés au fait que finalement, ils avaient donné un avis qui n'a pas été accordé par le juge et après, on avait besoin de lui expliquer pourquoi ça n'a pas été accordé. Euh, il faut avoir une expérience, hein, de prendre en compte l'avis de l'enfant au niveau de l'appareil judiciaire. Et pour les enfants, c'est pas forcément aussi très évident. Ils sont un petit peu quand même dans un conflit intérieur, sans être dans un conflit forcément de loyauté. Et donc l'accompagnement que Julie et Alice proposent, et puis où j'interviens, c'est vraiment de faire en sorte que l'équilibre des parents redevient possible parce que sinon, on est dans la situation où ils subissent le jugement et que les problèmes parentaux qu'ils avaient, en fait, ils viennent avec ça, du coup, au cabinet. En fait, j'accompagne aussi d'autres parents qui ne sont pas accompagnés par Julie et Alice. Et donc, on va traiter la question qui était déjà sous-jacente en amont parce que Mm. le partenaire avec lequel on a les enfants, on est en lien avec lui à vie. C'est le seul. L'autre ou l'autre, on ne veut plus. Donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment de leur dire, en fait, c'est une invitation vraiment à co-construire quelque chose qui soit bon. Et moi, souvent, je dis, et qu'est-ce que vous aimeriez bien que vos enfants se disent plus tard? Et là, on a les étincelles dans les yeux. On a d'un coup un moment voilà, où ils reprennent, voilà, pour voir que, d'accord, c'était pas ce que j'ai vu comme idée au départ, et je vais pouvoir avoir une nouvelle idée. Donc, effectivement, c'est plus de la médiation pour éviter cet appareil qui va être aussi un impact. C'est-à-dire, le juge est dit, comme a dit Julie tout à l'heure, ils ne sont pas forcément d'accord. En fait, et ça, j'ai bien aimé aussi dans ce que Julie a présenté, parce que des fois, ils se disent, oh, mais le juge va trancher. Ben, la co-construction est, est plus porteur. Parce que quand le juge donne raison à l'un, il donne tort à l'autre, qui va être dans son sentiment de victime encore plus fort. Et, et c'est pas bon, quoi. Il va avoir une soif de revanche, ou en tout cas, il va vraiment rester dans le je suis victime, je suis incompris, c'est pas juste. Et il va transmettre ça à l'enfant. Ça va leur rendre la vie impossible, mais à tous, aux 2 parents, parce que l'enfant, après, il est pris dans un conflit de loyauté. Et donc, il va faire croire à l'autre, enfin à l'un que bah, il se passe ci, etc. Et ils ont une vie infernale tous ensemble. Ils passent d'un domicile à l'autre, ils vont dire oui, bah, papa a fait ci, maman a fait ça, maman a dit ci, papa a dit ça, etc. Et plus ils grandissent, en plus, plus ils essayent de protéger leurs parents, donc de ne pas faire de peine à l'un, de ne pas faire de peine à l'autre, etc. Alors que si les parents sont arrivés à une solution qui leur convient à tous les deux, après avec les enfants, ça roule. Les enfants, ils voient bien que les parents sont bien, que ça roule. Il faut peut-être apporter une précision sur les procédures entre comment ça se passe en France et en Allemagne.
Parce que là, le tableau qu'on décrit est très sombre. Et peut-être pour expliquer, c'est parce qu'en France, dans les procédures, on a en gros un monologue suivi d'un autre monologue, le juge qui dit très bien merci, décision à dans 2 mois. Il n'y a pas d'échange constructif. Alors qu'en Allemagne, une procédure civile en matière familiale, il va y avoir les 3 tables qui vont être face à face au même niveau, il n'y a pas d'estrade, il n'y a pas de ça, et il y a un vrai dialogue qui s'instaure entre les parties. Et le juge va dire au début, alors il y a plutôt ça et ça comme élément, là, il y a plutôt ça et ça, vous prenez tel et tel risque si vous me laissez décider, est-ce que vous voulez pas réussir à vous mettre d'accord? Et il y a un vrai dialogue qui se met en place dans les procédures en Allemagne, dans les audiences en Allemagne. Et ce que le juge en Allemagne préfère faire, c'est que les parties aient réussi à se mettre d'accord au moment de l'audience, il sort son dictaphone et il dit alors très bien, l'accord des parties est ça, 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 ça. Et voilà, ça fait transaction judiciaire, c'est l'accord des parties qui est pris dans le jugement finalement. Et ça force de jugement tout à fait normalement. En France, on ne connaît pas ça. En France, on est dans un système d'affrontement. Même dans les audiences, la plupart du temps, c'est un monologue suivi d'un autre monologue. Le juge pose peut-être quelques questions et encore pas forcément. Les gens sortent de là extrêmement frustrés. Ça a mis longtemps pour arriver à une audience et pourtant ils ont l'impression que le jugement va être expéditif. Ils n'ont pas été entendus, ils n'ont pas été écoutés. Donc ils sont pas soulagés, ils sont pas apaisés, ils comprennent pas forcément la décision qui est rendue 2 mois après par papier et ça ne règle aucun problème. Mais c'est effectivement peut-être aussi l'effet de la procédure en France. Alors moyen de déblocage, permettre un vrai échange à l'audience. Il y a maintenant les audiences de règlement amiable, ça appliqué en matière civile et familiale en particulier. Très bon, très bon. Après, la question, c'est qui les fait? Avec quel financement et avec quelles compétences? Ou recours à la médiation judiciaire de manière quasi obligatoire et systématique. Super. Après, médiation, il y a médiation et médiation. Et puis, honnêtement, hein, je ne vais pas me faire des amis, mais je ne comprends pas comment on peut dire aux gens, allez faire une médiation familiale, vous n'aurez pas besoin d'informations juridiques. On leur dit pas ça, on leur dit juste, allez faire une médiation familiale. Mais s'ils n'ont pas d'avocat, comment ils peuvent se décider sur les montants des effets dont on va parler probablement plus tard, mais sur les montants de pension alimentaire, sur la prestation compensatoire, sur tout ça, s'ils n'ont pas d'informations juridiques, comment ils peuvent décider? Je comprends pas. Enfin, honnêtement, la validité du consentement quand on n'a pas l'information et qu'on ne sait pas, je comprends pas. Donc c'est là où pour moi, il faudrait dire les avocats, les former de manière générale et on ne fait pas de la médiation parce que médiation, il n'y aurait pas forcément cette info juridique, mais on utilise toutes les techniques de communication, de facilitation, de création d'accords avec l'information juridique en plus parce qu'on est avocat et qu'on connaît bien ces sujets-là. Et on fait appel à des professionnels ressources quand on sent le besoin, qu'il y a un trauma qui revient qui n'a pas été réglé. La relation qui s'arrête n'est que le révélateur, il n'est pas le problème de base. Et ben, on conseille aux gens d'aller voir des professionnels complémentaires. Mais effectivement, il faut des financements aussi. Et des Et peut-être que professionnels, là, oui. les États pourraient aider là-dessus, parce que vraiment, si on règle le problème une fois pour toutes, ça reviendra beaucoup moins cher à la société que les procès Mm. qui reviennent encore, encore, encore. Et les enfants qui ont besoin d'assistance parce qu'il y a des parents défaillants, donc il faut les placer potentiellement. Mm. Enfin, oui, c'est un coût, mais c'est un bon investissement. Et des professionnels bilingues pour nos Hein. Mm. dossiers Oui. fréquents. Parce que enfin, encore une fois, c'est information, communication. Si les gens ne sont pas bien informés parce qu'ils ne comprennent pas bien, ou alors il faut des traducteurs, ça c'est Mm. possible, en tout cas dans les tribunaux, possible d'être Mais ça assisté marche par pas. traducteur. Parce que les concepts sont pas similaires. Non. Moi, j'ai vu, hein, j'ai fait des audiences en franco-allemand, notamment en pénal. La personne condamnée, elle est en prison parce qu'il est arrivé à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Il était allemand, il a été condamné en France. Il est allé côté Mulhouse parce qu'il y avait moins de queue. Paf, il s'est pris les pinces en arrivant, menottes, parce qu'il avait été condamné définitivement, il n'avait pas compris. Il pensait que c'était juste un sursis parce que c'était la première fois. Ben non, c'était une condamnation et du coup, il allait en prison. C'est à ce moment-là où j'interviens et on demande un aménagement de peine pour qu'il sorte. Audience à la prison, traduction. Il était libéré de manière conditionnelle avec des obligations à respecter. Le traducteur a oublié le conditionnel. Vous êtes libéré? Pas tout à fait quand même. Donc, gros problème de traduction, vraiment. Enfin, c'est un problème énorme. Et aussi en matière civile, parce que autorité parentale, Sorgerecht, ben, il n'y a pas les mêmes concepts derrière.
peut être très Et il n'y dur. a pas les mêmes possibilités. On peut diviser, on ne peut pas diviser. C'est Sorgerecht, c'est Et vraiment le droit du soin. Autorité parentale, c'est vraiment les décisions à l'égard des enfants, mais c'est beaucoup plus restreint que le soin. Le soin, ça correspond aussi voilà, à l'hygiène. L'autorité parentale, c'est vraiment, je décide de ce qui est bon pour mon enfant, mais le droit français, il prévoit que ce sont des décisions qui concernent l'orientation scolaire, santé et religion. Et c'est tout. Et ça s'arrête là. Et après, les parents se débrouillent. Alors qu'en Allemagne, c'est un package, quoi. C'est tout. C'est toute la vie de l'enfant. Et Est-ce en qu'il France, si on existe de s'entend pas, la... en France, si on s'entend pas, on va demander au juge de trancher un point. Mais il va pas nous dire c'est vous qui maintenant pouvez décider. Il va nous dire ok, vous n'êtes pas d'accord sur l'école, je regarde pourquoi vous voulez l'école A, pourquoi vous voulez l'école B, et je vais vous dire si ce sera école A ou école B. Mais il va pas dire bon ben je vais vous dire que vous avez le droit de décider dorénavant de quelle école vous inscrivez les enfants. En Allemagne, ça va être ça. On va dire bah ok, c'est vous qui avez le droit de décider maintenant où vous inscrivez les enfants. Oui, donc si Et le il parent veut existe... changer d'école en cours de route, en cours d'année, si le parent qui a le Sorgerecht veut changer d'école en cours d'année ou même 2 ans après, s'il a toujours le Sorgerecht, il fait ce qu'il veut. Alors que nous, en France, le juge a autorisé l'inscription dans telle école. C'est Et tout. à tel moment. Et à tel moment. peut-être est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots sur le Verfahrensbeistand, qui joue aussi un rôle à côté de l'aide sociale à l'enfance, donc à côté du Jugendamt, plus précisément sur le Verfahrensbeistand. Hilka, est-ce que tu veux répondre ou je peux sinon dire des choses dessus? Vas-y, vas-y. Je vais entendre. Alors, le Verfahrensbeistand, pour expliquer aux Français, c'est alors généralement soit un professionnel de l'éducation, du milieu socio-éducatif, soit du droit, donc avocat, qui est là pour être aux côtés de l'enfant, pour le représenter dans les procédures aussi, et qui va voir l'enfant dans différents contextes et qui va vraiment porter sa voix dans les procédures où il est concerné. Donc, ça va être une autre partie à la procédure qui va être là spécifiquement pour l'enfant. Ce serait un peu chez nous l'avocat de l'enfant, sauf que, chez nous, l'avocat de l'enfant, il a un rôle vraiment minime, quoi. Déjà, il faut que l'enfant le demande, donc un des parents de l'enfant le demande. Ensuite, l'avocat de l'enfant, nous, il est juste là pour être présent lorsque l'enfant est auditionné. Donc, il est là pour lui tenir la main à ce moment-là. Et la personne qui entend l'enfant, qui est en France, généralement pas le juge, alors qu'en Allemagne, généralement, c'est le juge, va rendre son rapport et après, c'est fini. Il y a pas de rôle autre pour l'avocat de l'enfant, en tout cas en procédure civile. On ne peut pas faire de demande. On n'est pas parti à la procédure. On ne peut pas dire, ben moi, pour l'enfant, je pense que ce serait bien qu'il habite plutôt chez tel parent et qu'il voit l'autre à telle fréquence et que tel jour, quand il y a son entraînement de vente, il soit plutôt à tel moment. On peut pas. Donc, on a un rôle très limité, très ponctuel, très accessoire et très insuffisant. Honnêtement, enfin, pour moi, c'est inconcevable. En France, il n'y a pas le principe général. Un enfant qui est concerné par la procédure et les parents ne se mettent pas d'accord, avocat de l'enfant, obligatoire. Il n'y a même pas de question à se poser. Il doit y avoir un avocat de l'enfant. Enfin, je comprends. Enfin, pour moi, le droit français là-dessus est complètement contraire au droit international. La parole de l'enfant doit pouvoir être entendue. Il faut que l'enfant puisse s'entendre avec un avocat qui l'informe et qui lui dise ce qu'il peut faire ou pas faire et qui puisse demander des choses. Et en Allemagne, c'est normal. C'est de base, s'il y a un conflit que les parents ne sont pas d'accord, il y aura un Verfahrensbeistand et il y aura le Jugendamt. Il y aura les deux. Oui, et le Verfahrensbeistand, ça peut être aussi un assistant social ou un psychologue, en fait. Ce n'est pas qu'un avocat pour enfants. Et donc, il peut apporter du coup une vision plus globale aussi du bien-être de l'enfant. Il aura, il aura rencontré plusieurs fois l'enfant, il sera allé à son domicile, etc., etc. Oui, oui. Mais ça peut aussi être une évaluation complémentaire, donc psychologique ou sociale, psychologie sociale. Et donc, ça peut aussi être une autre façon de présenter la situation de l'enfant que par un avocat. Et du coup, D'accord. est-ce que L'enfant, il n'est pas du ça... tout entendu de manière systématique, hein. Pas du tout, du tout, du tout. Mais est-ce que Nous, ça suscite enfin, par exemple, du côté d'un parent français qui n'a pas la connaissance de ce rôle de Verfahrensbeistand, est-ce que ça peut susciter des problématiques dans le sens où il dit
que ce Verfahrensbeistand, de toute façon, il vient du côté allemand, donc ou est-ce que c'est plutôt bien accepté dans ce genre de procédure? Est-ce que Ça c'est peut vu comme un avantage, justement, que l'intérêt de l'enfant soit représenté, ou est-ce que c'est vu comme un biais pour le côté allemand? Alors, je pense que le Jugendamt, il est vraiment perçu comme étant l'ennemi du parent étranger en Allemagne. Vraiment, Verfahrensbeistand, ils comprennent pas trop, en fait, je pense. Oui, et la non-compréhension, ça fait peur. Et surtout, on n'a pas de repère. Donc, vraiment, c'est ça, quand on n'a aucun repère, moi, je dis toujours page blanche dans le cerveau. C'est très compliqué de se dire, mais qu'est-ce que c'est en France? Mais à quoi ça correspond? Et c'est là que ça peut être problématique. Si on a un poste similaire ou des fonctions similaires, ben, un avocat pour enfants, d'accord, on peut comprendre. Mais si c'est d'un coup, un assistant social, pourquoi il suit l'enfant sur toute la journée? Pourquoi lui, il évolue, même chez lui? Là, c'est vrai qu'en France, c'est très complexe pour les Français de comprendre cette idée. Mais peut-être, comme a dit Alice tout à l'heure par rapport à l'Allemagne, c'est un peu une co-construction. Le juge n'est pas à co-construire, c'est pas il écoute un, il écoute l'autre et 2 mois après, il y a une réponse. Non, et je pense que c'est dans la même idée. C'est vraiment dans l'appareil juridique allemand, c'est encore une idée de co-construction. Après, il peut y avoir vraiment toujours ces choses-là. Si le Verfahrensbeistand ou le Jugendamt disent quelque chose qui paraît être désagréable pour nous, ben, on va plutôt avoir facilement tendance à dire, ah mais non, c'est pas parce que j'ai fait des choses mal, entre guillemets, c'est pas parce que j'ai des insuffisances, c'est parce qu'il est contre moi, parce que, il a des préjugés anti-français. C'est aussi plus simple, hein, parfois, d'avoir des prétextes d'interprétation négative plutôt que de se dire, bah ouais, il y a peut-être un peu de vrai. Mais c'est vrai que peut-être que là-dessus, j'étais un peu défaillant ou que je suis pas défaillant, mais que c'est simplement plus simple pour l'enfant de continuer à vivre en Allemagne où on avait décidé de vivre jusqu'à présent, et que si moi je veux retourner en France, c'est ma décision, mais j'ai pas à l'imposer au gamin. Mais c'est vraiment étonnant que, enfin, vu ce que vous décrivez, le côté co-construction de la décision en Allemagne, enfin, c'est étonnant de voir toute cette opposition aux décisions allemandes du côté français. Enfin, comme vous avez dit, il y a des sites internet où on dit que l'État allemand veut voler des enfants français ou des choses comme ça. Enfin, ça fait vraiment opposition au système allemand qui paraît plus. Mais parce qu'il y a Enfin, cette co-construction culturellement parlant en Allemagne, avec une prise de décision qui est plus horizontale, quand nous, en France, culturellement, c'est prise de ouais. décision verticale, mais qui est dans son contexte culturel, qui est quand même de penser que le parent principal du soin, c'est la maman. Mm. Et que, effectivement, souvent, ça va quand même être la maman qui sera le parent principal et qui aurait éventuellement le Sorgerecht, avec des décisions de dire, ben, vous, monsieur, vous avez plus le Sorgerecht ou vous avez le Sorgerecht, mais pas le Aufenthaltsbestimmungsrecht. Mhm. Et voilà. Et en plus, au niveau pension alimentaire, et je pense qu'on va en venir, en Allemagne, c'est beaucoup plus automatique. Et ce sont des montants beaucoup plus élevés qu'en France qui sont applicables. Et du coup, il y a ce côté de privation des droits parentaux, c'est comme ça que c'est ressenti, et obligation de payer énormément. Donc la décision de fond, dans le contexte culturel allemand, est super violente pour les Français, pour les papas français en particulier. Bah, pour les papas allemands aussi, mais même dans les Non, familles. je crois que les papas allemands, ils se posent pas trop la question. Eux, ils ont grandi avec ça, et c'est OK qu'ils soient principalement là pour nourrir la famille. Bah, même dans une famille allemande, c'est pareil, il y a des pères qui doivent quand même prendre 2 jobs pour payer la pension alimentaire fixée par le Düsseldorf-Tabelle. Donc, je crois que c'est dur aussi C'est pour dur, un mais je pense père en qu'ils Allemagne, qu'il soit français ou allemand. prennent moins ça comme une injustice. Oui, ils Et le en vivent tout cas, mieux. forcément, ils Ouais. n'auront pas cette interprétation de on m'impose ça parce que je suis français. Oui, oui, ils le vivent mieux, c'est sûr. C'est sûr. Oui, parce que c'est l'idée du père pourvoyeur qui Mhm. règne Oui, en Allemagne. Et aussi. puis, ça a l'air des pères allemands, ils sont beaucoup plus élevés que des mères allemandes. Donc, il y a vraiment aussi une question de sécurité financière que le père allemand peut apporter. Donc, ils sont un peu rassurés. Ah oui, au moins, je peux apporter la sécurité financière. Ah, Et du coup, par rapport aux pensions alimentaires, parce que par exemple, aussi pour le paiement et le recouvrement, il y a des règlements européens qui règlent assez bien la procédure
par exemple, si un parent ne paye pas ou des choses comme ça. Mais en amont, mis à part cet aspect que vous venez d'évoquer avec cette incompréhension et cette position du père pourvoyeur en Allemagne, est-ce qu'il y a d'autres problèmes que vous rencontrez en pratique sur la fixation des sommes ou ce genre de choses? Moi, j'ai été contactée plusieurs fois par des papas, encore une fois, français, où c'était l'organisme allemand qui faisait des procédures contre eux. Parce qu'il y avait eu des prestations sociales qui avaient été versées à la maman en Allemagne et qui ont ensuite dit, mais en fait, tout devrait pas rester à notre charge parce qu'il y a un papa et le papa, il n'a pas versé de pension alimentaire et il aurait dû. Donc, c'est l'organisme allemand qui va faire une procédure contre le papa. Mais tout à coup, sans que le père ait eu de demande avant, le père n'a pas l'impression de comprendre, on ne comprend pas pourquoi d'un coup on lui demande des sommes parfois vertigineuses pour lui. Mais moi, elle ne m'a jamais rien demandé. S'il m'avait demandé, j'aurais pu payer, puis on aurait pu discuter du bon montant. Mais là, on m'a rien demandé et d'un coup, on me demande de payer des sommes folles. Et il y a le problème, oui, il y a des règlements. Après, moi, j'ai vu aussi plein de procédures où tout n'était pas traduit, où enfin, les gens ne comprennent pas, quoi. Ils ne comprennent pas et enfin, le droit n'est pas respecté non plus là-dessus, les procédures. Et sur les montants de ce que disait Julie sur la dossier d'enfant appelé, et les montants auxquels on arrive en droit allemand, en France, on n'est pas du tout dans ces montants-là. Pas du tout. Et en France, un père qui gagne autant que la mère ne comprendrait pas forcément qu'on lui demande de payer une pension alimentaire. On dirait, ben ok, ben, elle gagne quoi. Enfin, on a des niveaux respectifs, elle n'est pas en situation de besoin, pourquoi je devrais payer? Oui, selon le rythme auquel Selon le rythme, les mais si enfants. après lui est volontaire pour s'occuper plus de l'enfant, il dit, mais moi j'ai proposé la résidence alternée, j'ai proposé de prendre ma charge comme ça, elle n'a pas voulu, maintenant elle doit elle doit assumer quoi, financièrement. Elle a aussi des revenus et je suis pas OK pour payer moi, alors qu'elle n'est pas OK pour que je m'occupe et que j'assume ma charge aussi en nature comme elle. Et en France, on est vraiment dans la pension alimentaire rapport entre parents. Et juridiquement, elle est fixée aussi selon les capacités respectives des parties. Alors qu'en Allemagne, c'est vraiment une créance de l'enfant envers son autre parent. Et le parent qui a la résidence principale, dans le fond, il n'est pas trop décisionnaire parce que c'est pas sa créance, c'est l'enfant. Et il peut moins décider là-dessus. Et renoncer à une pension alimentaire en Allemagne, c'est pas valable, par exemple. Et c'est là où les organismes peuvent prendre le relais en disant, OK, vous voulez pas faire valoir, mais nous, on n'est pas OK pour payer alors qu'il y a un papa. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je ne sais pas Ouais. si vous avez d'autres aspects que vous voulez mentionner ou si mes collègues ont d'autres questions à poser. Là, du coup, on parle pas du tout des questions alimentaires au niveau du divorce, mais je sais pas si vous voulez aller là-dessus ou pas. Ou si on est de toute manière déjà Bah, d'état. moi, je dois avouer qu'il est presque 14 heures et que je dois Mais est-ce que malheureusement c'est dans partir. le Mais champ de vos réflexions, les effets alimentaires après le divorce, ou c'est juste la séparation hors mariage et hors divorce? Non, les aspects compensatoires du point de vue de la séparation, on a décidé de le mettre hors champ. Nous, on Ok. s'intéresse vraiment que aux conséquences pour les enfants. Pour les enfants. Donc, Ok. donc la, Entre époux et ex-époux, c'est pas. oui, voilà, on a décidé de pas s'y attarder, mais uniquement le versement pour l'éducation pour l'éducation et l'alimentation. Et du coup, pour ma part, j'ai plus de questions ouvertes. Et sur la pension alimentaire, c'est le problème de la prévisibilité des sommes et de la compréhension d'où elles viennent. Ouais, mais C'est pas ça clair vaut pour les pour gens. toutes les Quel familles. serait le juste montant? Les les gens savent pas trop. Et ils ont l'impression d'être, encore une fois, d'être soumis à quelque chose qu'ils comprennent pas. Et le pire, là, c'est vraiment la situation typique du père français qui n'a pas la possibilité de choisir et de prendre de décision aucune concernant la vie de l'enfant, mais qui doit payer des sommes qui pour lui sont folles, alors qu'il serait prêt à s'occuper de l'enfant.
Et là, il y a vraiment l'impression que c'est la double peine et que c'est particulièrement injuste et que c'est, ouais, Quand ça lui passe l'enfant et la mère sont en Allemagne. quand Et, l'enfant est absolument. Moi, j'aurais une question ouverte, mais pour revenir sur le Jugendamt, pour avoir travaillé avec des Jugendamts à Freiburg, un Jugendamt au Niedersachsen, j'ai remarqué quand même qu'il y avait des sur même type de sujet. Hein. Par exemple, le sujet c'était enfance en danger. Est-ce qu'on laisse un enfant au sein de la famille ou est-ce qu'il est retiré? Voilà, dans les trois cas que j'évoque, c'était la même chose. J'ai vu des façons de travailler complètement différentes. Alors, est-ce que c'est lié aux personnes? Et pour revenir à ce que vous proposiez pour aider peut-être un petit peu sur ces aspects, pour revenir sur le divorce, sur la partie information, est-ce qu'il y a, vous pensez, un travail juste, enfin, est-ce qu'on pourrait mener une campagne informationnelle au niveau des Jugendamt, on va dire de proximité avec lesquels on travaille, juste pour se connaître, et parce qu'il y a des façons, on va dire un peu pas uniformes, je sais bien qu'il y a le Land et chaque Land est indépendant, mais est-ce qu'on peut arriver à, pas des consensus, mais avoir en tout cas une connaissance des pratiques, on va dire un peu similaires, ou est-ce que ça, c'est vraiment une vision française idéaliste? Chaque institution, donc chaque Jugendamt est totalement indépendant, elles sont beaucoup plus régionales que nous, serait en France l'ASE, parce que c'est déjà au niveau départemental. Bon, je pense qu'en France, sans parler du Jugendamt et de l'ASE ou des choses comme ça, juge aux affaires familiales, il y en a 12 à Strasbourg. Selon le juge devant lequel on passe, on ne va pas faire de la même manière. Hein. Ils vont pas décider de la même manière. Ils auront des positions individuelles vraiment différentes, quoi. C'est pas uniformisé non plus en France sur ce point-là. Et oui, je pense que mieux se connaître, connaître les pratiques, savoir quels sont les points d'intention des uns et des autres spécifiquement, sans forcément tout uniformiser, mais dire le canevas général, c'est ça. Après tel et tel point, de pouvoir connaître et pouvoir dire, OK, si la personne a décidé comme ça ou a préconisé telle et telle solution, placement, maintien en famille ou autre, c'est pas parce que moi, j'ai un délit de sale gueule, parce que je suis français ou autre, mais parce que c'est ça leur compréhension générale des choses. Oui, ça aiderait, oui. C'est sûr. Et ces connaissances de terrain et des professionnels presque individuellement, au-delà du canevas général. Et effectivement, comme actuellement, la loi contre les violences éducatives, elle est encore fraîche en France, on va dire. Ça dépend aussi de l'avancement éducatif des parents et en fonction de certaines situations, le juge, s'il a connaissance de certaines techniques éducatives traditionnelles, bienveillantes, etc., il va être plus capable de pouvoir évaluer est-ce que c'est de la violence, est-ce que c'est un manque de compétences parentales. Ou est-ce que, voilà, donc, même en France, j'ai vu des situations différentes en fonction de ce que on savait le juge sur l'éducation. Et donc, nous sommes actuellement dans une nouvelle ère. Déjà, comme décrivent Alice et Julie, elles transforment leur façon d'être en tant qu'avocate. Et c'est pareil pour tout ce qui est la parentalité. Donc, nous sommes tous en besoin de nouvelles informations, de nouveaux repères pour savoir comment faire face à cette question de violence faite sur les enfants. Et on pourrait proposer des je reviens. formations au Jugendamt. Ah, Ilka, Alice. On Ouais, pourrait faire des formations au auprès des Jugendamt. Jugendämter, Oui, c'est on sûr. propose, on est toujours ouvert d'informer, former. Ouais. Mais Effectivement. je repense à votre question aussi en France, si on a des juges aux affaires familiales ou les juges aux enfants, plutôt juges des enfants pour la situation de l'enfance en danger, quelles vont être les ressources réellement disponibles? Qu'est-ce qu'il y a comme foyer? Qu'est-ce qu'il y a comme assistant? Est-ce qu'ils peuvent venir dans les familles pour une journée entière? Est-ce qu'il y a des solutions d'accompagnement mère-enfant? Tout ça, c'est des dispositifs locaux auxquels on peut faire appel ou pas. Est-ce qu'on peut le faire de manière conventionnelle, ne pas attendre qu'il y ait juge des enfants qui ordonne? Ça, c'est de la connaissance locale de terrain. Et oui, ce serait bien qu'il puisse y avoir des systèmes de localisation, d'identification, de dire à tel endroit, il y a telle chose, il y a tel professionnel éventuellement bilingue ou pas, encore en plus. Voilà ce qu'il propose. Ça, vous pouvez le saisir tout seul. Ça, ce sera le juge.
si ça c'est décidé, c'est revu tous les combien de temps, les gens savent pas. Ok, il y a un placement, mais le placement, ça veut dire quoi? C'est toute ma vie, c'est perdu, c'est l'enfant, je le vois plus, ou est-ce que c'est 1 an et puis moi je serai aidée pendant toute cette période avec l'idée que je puisse le revoir bientôt? Oui, ça, il y a besoin clairement d'informations. Mm. Et oui, il faut des systèmes d'information là-dessus plus durables. Et il faut de la connaissance locale de ce qui existe, D'accord. au-delà du droit. Oui. Et juste, moi, j'aurais une deuxième question ouverte, très, 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 très courte, hein, pas polémique. On constate en région frontalière qu'il y a il y a du tourisme médical. Est-ce que vous avez déjà constaté du tourisme juridique? Par Oh. exemple, des gens qui seraient bien informés et qui se diraient, mais finalement, pour pas longtemps, il vaut mieux que je prenne un appartement en Allemagne ou un appartement en France parce que le droit me sera plus favorable. Oui, absolument. Et des avocats qui conseillent. Moi, j'ai un dossier là actuellement en cours devant le tribunal de Strasbourg, divorce donc, en France, d'un couple qui est certes à la base français, mais les deux sont allemands maintenant. Ils se sont mariés en Allemagne, ils ont des enfants qui n'ont jamais habité qu'en Allemagne, ils ont travaillé que en Allemagne, ils ont un bien immobilier que en Allemagne. Monsieur a saisi le juge français. Il vient de Bretagne, il est venu à Strasbourg. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, bah là, j'ai pas besoin d'attendre l'année de séparation et le juge français ne saura pas prononcer les effets définitifs du divorce. Donc, j'aurai pas à payer d'argent. Et en plus, le juge français, il faut pas le payer quand on le saisit. Alors qu'en Allemagne, il faut avancer les frais de justice. Ah Et oui. finalement, on les paye, c'est celui qui perd qui paye définitivement les frais. Et on paye les frais d'avocat de l'autre. En France, on n'a pas cette règle-là. On n'a pas D'accord. de frais d'avocat qui sont prévus dans un texte. Et celui qui perd, bon, en matière familiale, c'est souvent partagé moitié-moitié, mais on ne prend pas en charge les frais d'avocat de l'autre non plus. Donc là, le monsieur qui n'avait pas du tout envie de donner le moindre sou à sa femme dit bah, je vais aller en France. Parce qu'on est tous les deux de nationaux français. Oui, ils peuvent. Ils n'ont même pas besoin de déménager. Donc, prononcer du divorce, ben oui, droit français, obligation alimentaire. Et ben en principe, ce sera le juge allemand, mais on peut quand même aller sur le juge français parce qu'ils ont tous les deux la nationalité. Mais le droit applicable, c'est le droit allemand. C'est pas le sujet de votre D'accord. Oui. question, mais l'application alimentaire de droit français de droit allemand pour le divorce, c'est le nachrelicher Gartenunterhalt et le Versorgungsausgleich, avec une question là-dessus. Donc il faudrait dire au juge français de partager les droits à retraite de droit allemand, de caisse de retraite à caisse de retraite. Il connaît pas le concept, il n'a pas autorité sur les caisses allemandes. Mm. Oui, il y a du tourisme judiciaire. D'accord. Merci. Je vais Merci. devoir vous laisser parce que j'ai un rendez-vous qui Mm. s'enchaîne. Je vous remercie beaucoup. J'ai aimé notre échange. Et puis, je vous souhaite bonne réalisation du projet. Et merci beaucoup au nom de tout le monde. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris. Et puis ça a éclairé la problématique, voilà, d'un point de vue concret par des gens qui vivent les séparations et qui les accompagnent au quotidien. Donc en tout cas, un grand merci. Et puis on vous enverra notre projet. Voilà, si jamais ça vous intéresse d'en prendre connaissance. Oui. Je ne sais pas si Clara ou Bénédicte, je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses. En tout cas, de ma part, grand merci. Non, mais la même chose, hein. Merci beaucoup pour votre implication, tous les détails que vous avez bien voulu nous partager et les informations très précieuses que vous nous avez communiquées. Si Merci. vous en manque encore, s'il y a d'autres questions qui vous viennent ou qu'on n'a pas trop répondu à des questions, n'hésitez pas à nous demander sur ces points-là. Soit on fera une vidéo, on vous enverra le lien avec les Avec réponses. plaisir. Si on pense Oui. que ça peut être utile à pas mal de personnes, on vous enverra une Ouais. réponse comme ça. Mais... Merci en tout cas D'accord. d'avoir fait appel à nous. Merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de succès dans votre parcours. Merci Et beaucoup. puis de pouvoir œuvrer à l'entente franco-allemande Oui. sur les Oui. prochaines années parce qu'il y en a besoin. Oui. Allez, pour plus de paix dans les familles franco-allemandes. C'est ça. Dans le monde. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne Bonne journée. Et une journée. très bonne journée, au revoir. Merci. Au Bonne revoir. journée, au revoir.